Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Bolter, le podcast qui vous parle de Warhammer 40 000. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode pour vous parler de cet univers terrible mais ô combien fascinant. Je ne serai pas seul dans cette tâche fastidieuse car je suis bien évidemment accompagné de mon bon vieux gars, Goth. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, mais oui. Et toi, mon gars ? Ça va bien. Ça va très très bien, je te remercie, comme d'habitude. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, faites-nous plaisir et abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche, cette bonne grosse cloche, pour vous mettre au courant de nos sorties. Et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, mettez un max d'étoiles, cela nous ferait excessivement plaisir et nous vous en serions excessivement reconnaissants. Absolument. Ah, et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, on les lit tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je préfère prévenir, il va être épais. Donc j'espère que vous êtes réveillés, que vous avez un café avec vous, parce qu'il va falloir être concentré. Goth, es-tu prêt ? Ouais, là j'ai jamais été aussi prêt. En plus, là on parle vraiment d'une faction que je connais assez peu. Donc, Es-tu anxieux à l'idée de découvrir ce sujet ? Ah ouais, parce que je sais que c'est dense. Et je sais très bien que tu y as passé énormément de temps, donc j'ai très hâte. Et effectivement. Et donc vous savez ce qu'il y avait il y a plus de 60 millions d'années. Les dinosaures Avant les événements de Warhammer 40 000, des dinosaures sur Terre, mais dans la galaxie. La guerre ! Parce que dans l'univers de Warhammer 40 000, même avant Warhammer 40 000, il y a la guerre. Il n'y a que la guerre. Voilà, exactement. Et en effet, une guerre terrible se propagea dans toute la galaxie, nourrie par le désespoir, l'avarice et la haine. Les Nécrontyres étaient un peuple damné qui vivait sous les radiations dévastatrices de leur étoile. Leur vie était courte, douloureuse et pénible. Malgré tous leurs efforts pour tromper le destin, ils échouèrent. Ils rencontrèrent alors une autre race, les Anciens, extrêmement évolués qui avaient dompté les secrets de l'immortalité. Ils leur déclarèrent alors la guerre afin de s'accaparer de leur technologie, mais à nouveau, ils échouèrent. Ils pactisèrent alors avec les Cthans, des êtres extrêmement puissants, puisant leur pouvoir depuis les confins de la création de l'univers. De ce pacte, les Nécrons, ainsi qu'ils se nommaient à présent, y gagneront une puissance redoutable et cette immortalité tant convoitée afin de se venger des Anciens. Même si cela signifiait la perte de leur humanité, peu leur en importait car ils auraient leur revanche. Oh bah même plus que leur humanité, leur âme en fait. Ouais, littéralement. Voilà, directement. Absolument. Les Anciens, pour riposter et rivaliser avec leurs ennemis, créèrent alors de multiples races afin de mener les combats partout où ils se trouvaient. Ainsi, les Rashan, les Knib, ou encore les Eldari, et d'autres combattront en place de leur maître. Ce conflit légendaire, aux proportions incommensurables, sera rappelé dans l'histoire sous le nom des Guerres Célestes. De ces races Xénos, beaucoup seront exterminés, mais d'autres survivront. Non seulement elles survivront, mais elles prospéreront, et notamment les Eldari, qui développeront un empire galactique à la puissance inégalée. Vous l'avez compris, c'est des Eldar dont on va vous parler aujourd'hui, et pour commencer, je vais me permettre de citer un commentaire qu'on a eu récemment et qui, je trouve, résume à la perfection la situation. Les Eldar n'ont pas à se vanter, ils se sont crus tellement supérieurs qu'ils ont fait v'là les trucs visqueux, tous ensemble, au même endroit, et ils ont créé Slanesh, dû à leur viscosité. Et en plus, ils savent pas faire la guerre. Tu le sens, le sel ou quoi ? Ah ouais, là on sent qu'il y a une petite rancœur là, quand même. Hein. Légèrement, ouais. On est d'accord. Durant les millions d'années qui suivront, ils roulèrent littéralement sur la galaxie et imposèrent leur domination partout. Pas trop étonnant en même temps, la galaxie était beaucoup moins peuplée que dans le contexte présent du 41e millénaire. Ah, c'était le bon vieux temps, on pouvait arriver sur une nouvelle terre, y planter sa bannière et dire « à moi ». Ils régneront donc sans partage, et n'ayant plus vraiment de menaces, leur civilisation put se développer sans entrave. Durant de nombreux millénaires, les Eldari bâtirent des cités magnifiques où l'opulence et l'art étaient omniprésents. Est-ce qu'on peut dire que c'était le temps béni des Eldari ? Tu sais que j'ai failli faire une blague sur Michel Sardou, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, donc je me suis dit que j'allais m'abstenir. De leurs anciens maîtres, maintenant disparus, ils hériteront des voies de passage au travers de l'Immaterium, appelé le Webway. Ah oui, le Webway. La Webway. Le Webway. La Webway. Cette technologie leur permettait de naviguer les vagues du Warp plus loin et plus rapidement que n'importe quelle autre civilisation. Leur soif d'expansion n'avait d'égal que leur arrogance absolument insupportable. Des richesses et des connaissances accumulées, leur déjà vieil empire devint une civilisation au développement technologique sans pareil, à tel point qu'elle avait atteint un niveau d'automatisation complet à quasiment tous les niveaux de la société et à chaque instant de la vie. Il n'y avait plus d'efforts à faire. Pourquoi en faire d'ailleurs quand ta race règne en maître suprême sur tout et que tu n'as plus besoin d'éplucher de patates pour te faire de bonnes frites maison ?
D'ailleurs, c'est qu'en gros, c'est comme Wall-E, sauf qu'ils sont tout maigres. Et Franchement, c'est ça. ils sont élégants. Et ils sont élégants, bien Voilà, sûr. Ouais. Ça, c'est un truc qui les caractérise, c'est l'élégance. Absolument. Mais l'arrogance. Élégorance. Mais Bon, bref. Par conséquent, ils finiront par réaliser que la possession matérielle, c'est bien beau, mais quid de la richesse spirituelle et sensorielle? D'autant plus que les Eldari ont cette particularité qu'ils ressentent les sensations et les émotions d'une façon que nous ne pouvons même pas nous représenter. Étant tous par nature des Psykers, ils avaient une affinité avec le Warp qui les rendait poreux aux fluctuations de ce dernier. Ils se mirent alors à expérimenter d'une façon de plus en plus extrême et à sonder les confins de leurs esprits et de leurs limites physiques afin de ressentir de façon toujours plus intense ce que l'univers avait à leur offrir. Ressentant les choses d'une façon beaucoup plus profonde et intense que toute autre race, ils étaient donc prompts à succomber à leurs plus bas instincts et à en abuser. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, vous voyez bien de quoi je veux parler. Des trucs dont on peut pas parler sur YouTube. Exactement. Ouais, principalement, ouais. Absolument. Et malheureusement, donc, leurs parties de pince-téton auront des conséquences. J'étais sûr qu'à un moment donné, t'allais faire référence aux tétons. Je sais pas pourquoi, ça allait forcément tourner à ça, quoi. Parce que c'est par rapport aux Emperor's Children, là, qui ont des armures avec des tétons percés. Voilà, oui, absolument, ouais. évidemment. Oui, bien sûr, ouais. On en revient toujours à Slaanesh, y a rien à faire. Et donc, leurs parties de pince-téton auront des conséquences dramatiques sur leur civilisation. À trop jouer avec leur pouvoir psychique, ils déstabilisèrent le Warp qui est par nature incontrôlable et un cataclysme à l'échelle galactique se produisit alors. Des torrents d'énergie Warp déferlèrent dans le monde matériel et des milliards d'Eldar périrent instantanément en hurlant de douleur. En l'espace d'un instant, la majestueuse civilisation Eldari fut réduite à néant et uniquement quelques poches survécurent car trop loin de l'épicentre. De la chute des Eldar verra alors la formation d'une divinité du chaos, le prince noir du plaisir, de la souffrance, de l'hédonisme, de l'excès et de la décadence, j'ai nommé Slaanesh. Oh Ah bah tiens. Ah bah dis donc. Alors pour tous ceux qui réclament un épisode sur lui, car il y en a, rappelez-vous qu'on lit tous les commentaires, oui, toi, là, même les tiens, espèce de coquin, va, cet épisode arrivera un jour, ne vous inquiétez pas, donc un peu de patience. Il est dans les cartons, ou comme il on est dit dans les cartons. Dans les boîtes américaines, l'épisode est sur la roadmap. Oh mon dieu. Hey. En attendant, faites-vous plaisir et allez revoir cet épisode sur une autre divinité du chaos, c'est l'épisode sur Korn notamment, qui est de loin, personnellement, mon épisode préféré. Ah, mais moi aussi. Ah ouais? Ah, mais je l'adore. Ah bah, mais c'est génial. Je sais pas si t'as vu quand t'es arrivé, mon paillasson. Ah mais oui, mais absolument. C'est la vignette de l'épisode. Exactement, je me suis brûlé les semelles dessus d'ailleurs. Il y a tout le temps du sang, ça. Par contre, faudrait nettoyer, c'est dégueu, ouais. C'est clair. Bref. Suite à ce cataclysme, se formera l'œil de la terreur au centre des ruines de l'Empire Eldar. Une faille gigantesque où le monde immatériel et matériel se confondent. D'immenses tempêtes Warp déferleront également dans tout l'espace connu, ce qui accéléra la longue nuit et détruisit de nombreuses autres civilisations, comme celle de l'humanité, jusqu'à ce qu'un certain empereur se décide à faire le ménage. C'est la seule fois où je vais le mentionner dans tout l'épisode. C'est dingue quand même. Oh bah il peut pas être là tout le temps. Non, c'est vrai. Oh, ça va. Putain. C'est bon. Sale temps pour les Eldar, c'est vraiment dommage. La déroute était totale. On dit que plus de 99% de leur race disparut suite à ce cataclysme, et pour ceux qui parvinrent à s'échapper, leur vie serait dorénavant nomade, condamnée à vivre dans les confins de Craftworlds, d'immenses vaisseaux de la taille de continents et peuplés de milliards d'individus. Mais leur damnation ne s'arrêta pas là. En effet, quand un Eldar mourait, son âme rejoignait alors le Warp afin d'être réincarné. Mais l'apparition de Slaanesh changea la donne, car à présent, si un Eldar venait à mourir, son âme serait alors dévorée par celle qui a soif. Tant qu'un Eldar vivra, Slaanesh le traquera pour se délecter de son esprit. Oui, donc vous verrez juste que pendant l'épisode, je dirais il ou elle en parlant de Slaanesh, mais c'est parce que en fait, c'est une très belle attention parce qu'en réalité, une entité du chaos n'est pas genrée. Voilà, exactement. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. On est d'accord. Les habitants de ces Craftworlds se considéraient comme les seuls vrais héritiers de l'Empire Eldari et les enfants d'Asurian, le roi Phénix, au sommet de leur panthéon polythéiste. De fait, ils se nomment les Asuriani. Oh, c'est... Voilà. Oui, non, c'est logique, c'est logique. D'ailleurs, petit point sur leur religion, celle-ci est donc une religion polythéiste et est prévalente dans la culture Eldar et guide la vie des individus. À l'apparition de Slaanesh, la plupart de leurs dieux périrent avec eux, mais 2 ont survécu, comme Cain, le dieu de la guerre et du meurtre, et Kegorak, dieu de la ruse et des artistes. Et alors, quid de Isha, déesse de la fertilité ? Parce que si tu te rappelles, dans l'épisode sur Nurgle, oui, on avait parlé d'elle comme étant la prisonnière de celui-ci.
Et alors, en lisant tout ce lore bien épais, je le rappelle, il s'agirait en fait d'une rumeur à ce stade, mais malgré tout, il semblerait bien que Isha soit ait quand même échappé à sa destruction suite à sa capture par Nurgle. Donc bon, Ouais, parce c'est que un peu... littéralement, Slaanesh, elle est arrivée et bon, je veux dire, elle, du coup, pour ce coup-ci, elle a fait un Thanos. Hein. Ouais, Elle a bolossé tout le monde. grave, Genre, ça a été. absolument. Et genre là, le Panthéon s'est retrouvé. Ouais. Bah, ils se sont tous fait exterminer, à part donc ces trois-là. Donc Kane, Kegorak ou Segorak, je suis pas trop sûr de comment on prononce. Je crois que c'est Ségora qui me semble. Ouais, mais bon, c'est parce qu'en fait, bon, bref, on s'en fiche. Ouais, parce que, Et- évidemment, parce que tu as lu tout le lore en Eldari. Donc Bah, forcément, évidemment. c'est compliqué, Bah t'as oui, dû tout bah oui, traduire après. évidemment. Enfin, c'est normal, je comprends. Et Isha, donc, qui reste un peu une interrogation, mais bon, a priori, ça a l'air d'être quand même pas mal avéré que donc elle est bien retenue captive par Nurgle. Donc voilà. Pour en revenir maintenant aux Asuryani, les Eldari, les Eldar, pour ceux qui suivent. Tout est très simple. Ouais. Donc les Asuryani sont la faction Eldar dominante et ont à cœur de préserver l'héritage de leur gloire passée. Mais ils se savent condamnés et perpétuellement traqués, alors afin d'empêcher leur destin tragique, ils conçurent ce qu'on appelle des pierres de l'esprit, des amulettes que chaque Asuryani porte. Si l'un d'entre eux venait à mourir, leur esprit serait donc enfermé dans cette pierre. Au travers d'un procédé psychique, l'âme du défunt sera alors relâchée dans le noyau du Wraithbone, appelé moelle spectrale en français, qui est en quelque sorte le matériau de construction de base chez les Eldar. C'est du béton Eldar. Voilà, Disons-le c'est du tout de suite, et élégant. Mais ah oui, élégant, lisse. Ouais. Et quand tu t'en approches un peu, il parle. C'est un peu bizarre, mais voilà. C'est Ouais, ça. bah normal en même temps, étant donné qu'il y a des milliards d'âmes d'Eldar dedans. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ça. Ce Wraithbone, donc, est ce qui compose principalement les circuits de l'infini, sorte de matrice se trouvant au centre des Craftworlds et qui est en quelque sorte le réceptacle des âmes des Eldar. Des Eldari. Des Asuryani. Non, j'arrête là, le truc c'est lourd. Ce puits d'âme est ce qu'il y a de plus précieux chez les Asuryani. Car non seulement ces circuits de l'infini fournissent une énergie psychique aux Craftworlds, mais est aussi une source de recueillement où les vivants peuvent communiquer avec leurs défunts, qui leur prodiguent alors conseils et les guident sur la bonne voie. Par conséquent, si l'un de leurs Craftworlds venait à être directement attaqué, les Eldari le défendront avec toute la furie dont ils sont capables. Malgré tout, et alors qu'ils auraient pu plonger dans une déprime totale, ce qu'on pourrait comprendre à ce stade, hein, oui, quand même, oui. ils ont au contraire adopté un mode de vie radicalement différent de leur empire d'alors. Alors que l'individualisme et que la recherche de sensations extrêmes prévalaient, les Eldari ont adopté un mode de vie ascétique orienté sur le collectif et ont mis en place des méthodes rigoureuses afin de ne plus retomber dans de vils excès. Dorénavant, ils contrôlent et contraignent leur affinité avec le Warp afin que ce pouvoir ne cause pas, à nouveau, leur chute. Oui, parce que comme ils sont littéralement dans le Warp, comme on l'a expliqué dans notre épisode, nous, en tant qu'êtres humains, dans le Warp, on apparaît comme une petite lumière, tu vois. De l'autre côté du voile, c'est comme ça qu'on apparaît. Mais un Eldar, par contre, c'est un feu ardent, quoi. Bah ouais, C'est bah, vrai que- absolument, quoi. ah ouais, parce qu'ils ont des sensations tellement fortes. Ouais, bah oui, absolument quoi. Et en plus de toute façon, ils sont par nature connectés en fait avec le Warp. Bah, c'est pour ça qu'ils ont été conçus à la base par les anciens. Ce sont des armes quand même à la base. Bah oui, c'est vrai, absolument. Donc ces méthodes de contrôle, c'est ce qu'ils appellent la voie de l'Eldar, ou voie de l'Asuryani. Il s'agit d'un code de conduite rigoureux qui va déterminer leur rôle dans la société, mais, et peut-être plus important, leur inculquer la rigueur mentale pour maîtriser leur nature faillible, qui, laissée sans surveillance, conduit à ce que l'on sait. En fonction de leurs aptitudes, plusieurs chemins s'offrent à eux. Il y a la voie du guerrier, donc ça c'est le chemin que tu prends quand tu veux te bagarrer, et que tu veux ne faire qu'un avec ton agressivité, mais sans y succomber pour autant. On le rappelle, les Eldar peuvent facilement céder à leurs instincts s'ils ne les contrôlent pas. Les Eldar, qui empruntent cette voie, donc, choisissent une spécialisation pour devenir un guerrier aspect, et ainsi devenir au choix un vengeur lugubre, un scorpion foudroyant, ou encore une araignée spectrale. Il y en a encore bien d'autres. Hein. Oui, non, mais c'est ça, mais pour le coup, là, on dirait presque des noms amérindiens, tu sais. Mais genre. oui, absolument. Alors, tu seras un castor facétieux. Ou je sais pas, et moi, toi, ça me tu faisait seras penser un petit nuage d'été. Ça me faisait penser aussi à des noms de super-héros un peu, parce que t'as même une de leurs... Je sais pas si c'est la dernière faction qui a été créée, mais la dernière unité qui a été... Une des dernières unités, du moins, qui a été créée, c'est les Dire Avengers, qui s'appellent. Ah, Et c'est des Eldar qui sont bleus,
qui ont une armure Ouais. bleue, qui sont assez stock. Et c'est des, je pense qu'ils spécialisent dans le corps à corps surtout. Et ils sont ils sont plus costauds que les Eldari de base en fait. Ah, donc tu veux dire que c'est les Zelda qui ont pris de la whey? Ouais, Ouais, c'est ça. dans le webway. Dans le web, Ouais, ouais. ouais. Oh, elle est nulle. Oh, dis donc. Cette voie est périlleuse car elle requiert de porter un masque de guerre, masque qui va exalter les instincts guerriers de celui qui le porte. Le guerrier rentre alors dans une transe qui ne s'arrêtera que quand il retirera son masque. Les infortunés qui n'y parviennent pas deviennent alors des exarques, tout entiers dédiés aux arts de la guerre. On a ensuite la voie du voyant ou du prophète selon les traductions. Cette voie est tout entière dédiée à la maîtrise des pouvoirs psychiques. Leur fonction est de guider leurs concitoyens. Les plus puissants d'entre eux, les Farseers ou grands prophètes, ont la capacité de voir dans le futur et même de le manipuler. Et alors, il y a un truc, je sais pas si c'est vraiment avéré dans le lore ou quoi que ce soit, mais de ce que j'ai lu, t'as un de ces Farseers qui aurait en fait manipulé le futur pour que Ghazghkull Traka accède au pouvoir de la WAG pour aller taper les humains. Ah, et tu l'as le nom de ce farceur là? Je crois qu'il est super connu. Ouais, non, mais Son oui, nom m'échappe. Non, je l'ai pas, mais... Je crois que c'est Ultrad. Oh, je sais plus. Ou Ouais, Eldrad. Ah, ça me dit quelque chose, ça, Eldrad, ouais. Il me semble que c'est ça. Mais ça te parle quand je te dis ça? Oui. Ouais. Bah, en plus, c'est un farceur super connu. Il était même, il agissait déjà dans l'ombre pendant les résidus russes. D'accord, Ouais. ok. On fera un épisode sur lui d'ailleurs. Parce que, ouais. Bon, il y a des chances, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, je trouve ça quand même assez fou que les mecs ont suffisamment de pouvoir pour réussir à manipuler plus ou moins le futur, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Bah, il a manipulé. Ouais, en gros, il a vu les possibilités offertes par le futur. Ouais, en les fait, il a différentes- influencé Voilà. les chemins de la destinée, Et quoi. puis du coup, il a mentalement influencé un orc, ce qui est pas trop difficile, je pense. Non, c'est Ça, c'est pas. c'est pas faux. Hey, tu vas aller te bagarrer là-bas. Il a fait ouais. Let's go! Let's go. Carrément, quoi. Pour en revenir aux Farseers, les plus communs d'entre eux sont les psycharques, les psycharques. Psycharques? Je pense que c'est Psycharque. Ouais, ça sonne mieux que psycharque. Ouais, ce Psycharque, on dirait un requin psychique. Ouais, Non, je sais pas. Non, ça n'a pas de sens. Ou Warlocks en anglais, qui sont versés dans la voie du guerrier. Donc c'était avant des gars qui étaient sur la voie du guerrier, qui ont bifurqué sur la voie du voyant. Et eux, ils mettent à contribution leur pouvoir psychique pour aider les guerriers au combat. Mais alors voilà, le problème dans le monde de Warhammer 40 000, qui n'en est pas vraiment un pour nous, on va pas se le cacher, c'est que quand il y en a plus, il y en a encore. Alors qu'il semblerait que les Eldar aient trouvé un moyen d'échapper à leur damnation, de nouveaux challengers font leur apparition et ils se reproduisent plus vite que des fake news sur CNews. Oh, dis donc. Taquin, hein. Ouais, Taquin. un petit fion. Ouais. Là, ouais. Allez hop. Vous l'aurez compris, on parle ici de la race humaine, nous, pauvres primates joufflus avec des poils dans le dos et une haleine douteuse. Et alors, on a peut-être l'air de crétins aux yeux des Eldari, mais nous au moins, on gagne. Et ça, ils aiment pas. Ah non. Alors, je l'ai pas dit parce que ça me semblait évident, hein, mais les Eldar, c'est des elfes de l'espace, hein, en fait. Et tous ceux qui aiment la fantaisie le savent, les elfes, ils sont super beaux, ils ont des voix suaves et profondes, et à chaque fois qu'ils entrent dans une pièce, c'est comme si on était devant une pub pour un shampoing, ralenti de circonstance, regard de braise et cheveux soyeux en prime. Et il parle en haïku à moitié. Ouais. Le sang a coulé sur la plaine. Imagine quand tu bois un coup avec eux, en fin de soirée, t'es là, bon vas-y abrège frère là, t'es ça lourd. suffit. Ouais. Puis en plus, lui, il est même pas sous parce que bah c'est un elfe. Ah oui, bah en plus. Ah ouais, en plus. Bah ouais, non, mais lui, il a son alcool à lui qui doit être à genre 350 degrés. Un truc alcool comme ça. elfique, ouais, bien sûr. Oui, Absolument, gueudin qui nous ferait avoir de ouais, qui hallucinations. est brassé dans de la moelle spectrale. On C'est va ça. supposer, quoi. Ouais, et les anciens rentrent dans toi quand tu... Exactement. Non, ça Il devient faut que ce bizarre. soit vraiment intense. tu Ouais, vois. ouais. Sinon, c'est pas fun. Donc oui, alors que l'humanité s'étend sur des milliers de mondes, que les armées de l'Imperium semblent infinies et que les soldats sont envoyés mourir sans plus de considération qu'un bout de bois jeté dans un feu, les Eldari nous regardent un peu avec de grands yeux parce que eux, ils ont peau de balle. Déjà, leur race a subi une extermination à en faire rêver les pires génocidaires, mais en plus, ils ont une croissance très différente de la nôtre. Alors certes, ils vivent beaucoup plus vieux qu'un humain lambda, mais leur croissance l'est tout autant. Quand il faut une vingtaine d'années pour atteindre la maturité humaine, pour eux, c'est plutôt une centaine d'années. Donc, Ce qui est logique. donc ouais, bah oui, évidemment quoi. Mais donc du coup, ils mettent beaucoup plus longtemps à être
prêts au combat, tout simplement, quoi. Mais ils ont aussi pas non plus, ils ont pas la même notion du temps que nous. Eux, ils voient les choses sur le long Ah bah oui, évidemment. terme, parce que eux, justement, ont vu tout. Bah, ils ont été à la tête de la galaxie pendant des millions d'années. Ouais, littéralement. Donc ça, évidemment, je pense que ça, c'est un rêve humide pour l'empereur. Hein. Bah, tu m'étonnes. Nous allons maintenant nous intéresser aux autres factions Eldar, car la fatalité n'est pas forcément systématique. En effet, différents groupes ont choisi des modes de vie très différents, que ce soit une vie sobre et stoïque la plus chiante qui soit, ou alors la vida la plus loca possible, et d'autres qui sont complètement marginaux, mais on va voir ça. Quand tu parles de la vie d'Aloca, je pense savoir de qui tu parles. De Ricky Martin, évidemment. Bah moi c'est à ça que je pensais. Bah oui, évidemment. Bah oui, qui est le chef de cette faction dont on va pas tarder à parler. Allez, D'ailleurs. uno, stress, c'est parti. Donc, tout d'abord, les Exodites. On va faire les plus chiants d'abord. Hein. Eux, on pressent... Ouais, c'est mon avis, mais bon, alors, voilà, je suis ok, mauvaise ouais, langue. Pardon à ceux qui aiment les Exodites, mais bon, voilà, bref. Eux, un peu plus malins que les autres, hein, quand même, ils ont pressenti le cataclysme à venir, et alors qu'ils voyaient d'un mauvais œil la débauche dans laquelle les leurs se laissaient aller, ils prirent la décision de s'exiler sur des planètes très loin de leur empire, des Maiden Worlds. Sur ces mondes où ils établirent leur communauté, ils prirent la décision collective de renoncer à leur ancien mode de vie. Ils abandonnèrent tout d'abord leur technologie avancée afin de se focaliser sur le labeur, dur certes, mais plus simple. Quand les Asuryani garderont leur système d'automatisation avancé, eux feront tout à la main. Ils devinrent donc autonomes et se contentèrent alors de ce que la Terre produit et de ce que la faune et la flore locale a à leur offrir. Ils n'avaient pas non plus vocation à formater l'environnement dans lequel ils évoluaient. Au contraire, ils se basaient sur le rythme des saisons et suivaient les migrations animales. Ils étaient par conséquent nomades. Ce mode de vie leur valait d'être souvent moqués par les autres factions Eldar, mais eux, ils s'en tapaient pas mal parce qu'après tout, eux aussi disposaient d'un système similaire au circuit de l'infini, sous la forme de cercles de pierre et de menhirs qui leur permettaient ainsi de se protéger de l'appétit insatiable de Slaanesh. Des menhirs. Ouais, des menhirs. Donc les Exodites sont bretons. Ouais, faut croire. Et puis ils faisaient des dolmens aussi, et puis des cairns, et puis... Ils viennent de Ploubalais. Je me rappelle pas d'avoir vu des dinosaures à Ploubalais, mais après, ok. Mais on peut peut-être se tromper. On peut se tromper. Et en plus, tu parlais de dinosaures, justement, ils avaient des dragons qui leur servaient pour tout un tas de raisons. Ah, des dragons ? Ouais, bah c'est des grosses bébêtes, quoi, mais ils les nomment les dragons. D'accord. D'abord, et le plus évident, ils les chassaient pour leur viande et leur cuir, et surtout, ils les domptaient pour en faire des bêtes de somme, et surtout, encore plus surtout, pour en faire des montures pour les chevaliers dragons, armés de longues lances. Malgré leur aspect guerrier, ces chevaliers ont surtout la tâche de protéger leur communauté. Voilà, donc ça c'est pour les Eldari, on va dire, pour les Exodites. Les Exodites. Exodites, pardon. Ouais. Je pense que c'est eux qui peut-être s'en sont le mieux sortis dans tout le lot. Bah même si malheureusement, je pense que parce que c'est pas une faction jouable, enfin pas que je sache. Non, en pas tout que cas, je sache, non. Parce que clairement, ils auraient du mal, quoi. C'est littéralement comme si tu jouais Tao, mais que t'avais que des croûtes, sans arme à feu. Ouais, bah en fait, déjà en plus c'est une civilisation qui a fait le choix volontaire de revenir à un mode de vie pré-industriel, déjà. Et en pré-industriel, on peut même remonter presque à un mode de vie pré-médiéval. Ouais, pré-médiéval même, quoi, parce que bon, ils sont nomades, hein, les gars. Hein. Donc ce qui explique peut-être que justement, ce n'est pas une faction jouable. Ouais, effectivement. Maintenant, caché dans les confins du Webway... Du Webway, de la Webway, c'est difficile. Hein. C'est vrai, c'est tentant. Il y a Comorak, la cité tout entière dédiée au supplice de la chair. C'est là où se trouve le royaume des Drukhari. Alors eux, ils ont bénéficié d'un concours de circonstances un peu particulier. En effet, alors que le reste des Eldar se faisait annihiler dans le monde matériel, certains parmi eux avaient élu domicile dans l'Immaterium, ce qui les protégeait des tempêtes warp qui avaient entraîné la chute de l'Empire Eldar, mais contrairement aux Asuryani qui changèrent pour survivre, eux continuèrent dans leurs excès et leur vie décadente, comme si de rien n'était. Et pourtant, ils avaient eux aussi été condamnés par la divinité Slaanesh, mais ce fut différent. Pour ne pas subir le même sort que les autres Eldar, eux estimaient que pour échapper à la malédiction de Slaanesh, il suffisait de faire souffrir des races plus faibles, et ainsi se prémunir de cette destinée tragique. Il détourne l'attention en fait. Exactement. En quelque sorte. Mais sauf qu'il faut qu'il le fasse tout le temps. Exactement. Parce que, en fait, via ce procédé-là, ils absorbaient la vitalité de leurs victimes pour, en fait, ne pas mourir.
Donc voilà, en fait, c'est ça qui, eux, contrairement aux Asuryani, qui ont des circuits de l'infini pour garder, en fait, leurs âmes, pour que leurs âmes ne se fassent pas absorber, les Drukhari, eux, au contraire, ils ont... Ils font en sorte de ne pas mourir. Bah voilà, c'est ça. Mais voilà. bon, ils deviennent des vampires, quoi, à moitié. En gros, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est des... Et d'ailleurs, moi, je me souviens de mon temps, on les appelait pas, que quand on a repris en 2022... moi, quand j'avais vu ça la première fois, je fais, mais c'est quoi les Drukhari? C'est quoi ce truc? Je connais pas. Et là, je fais, c'est les Eldar noirs. Voilà, ok, voilà. Voilà, là, maintenant, merci. Maintenant, je vois qui c'est. Ok. On est d'accord. Donc du coup, pour eux, plutôt qu'un choc terrible et soudain, leur agonie, en fait, est lente, mais tout aussi terrible. Ils sont condamnés donc à piller et à capturer afin de ne pas vieillir, et ils sont donc pris dans un cycle éternel de torture et de souffrance pour ne pas mourir, car s'ils ne le font pas, ils se transforment alors en coquilles vides en recherche frénétique de la moindre âme qui traîne, afin de retarder leur déchéance, leur échéance. Il va sans dire donc que les Eldar des Craftworlds et les Drukhari se détestent. Quand les uns sont vus comme de gros coincés austères et hautains, les autres sont perçus comme des dégénérés pervers et arrogants. Et pourtant, dans certaines occasions, il arrive qu'ils s'allient, notamment par le biais d'une autre faction de leur race, les coquins et agiles harlequins. Alors, bon, je sais pas du tout si coquin était approprié, mais le fait est que, avant de me plonger, il y a maintenant de ça vraiment quelques années, dans le lore de 40 000, il m'apparaissait comme une bande de joyeux drilles, taquins et coquins. Je les prenais pas vraiment au sérieux, mais en fait, ils sont... C'était comme petit ours brun. Mais copain, coquin, câlin. Oh bah alors. Mais bon, la réalité est évidemment plus complexe. Déjà, ce qui dénote avec eux, c'est qu'ils ne sont pas condamnés à farmer leurs âmes. Alors que les autres vivent dans la peur constante de Slaanesh, eux ne semblent pas le craindre, car ils sont tout entiers dévoués à une autre divinité Eldari, Kegorak, seul survivant de la naissance de Slaanesh. Pas du tout, parce que comme je l'ai dit, il y a également Kain qui a survécu. Et alors du coup, c'est Kegorax ou Segoras? Je vais vérifier. Non, c'est Kegorak, parce que par contre, j'ai vérifié la phonétique, et c'est Kegorak que ça se prononce. Vraiment, et c'est pour ça que... Non, pardon, c'est Komorag. Oui, c'est Komorag, ouais. C'est Komorak, d'ailleurs, que ça se prononce. Et donc, du coup, je me suis dit... donc t'as même étudié la phonétique. Mais mon gars... Oh là là, vache. Absolument, absolument. Et donc, c'est pour ça que je me disais que c'était Kegorak, du coup. Mais bon, ça, par contre, j'ai pas pu vérifier la phonétique de ce nom-là. Donc, on va dire Segorak, Kegorak, on a le droit. Voilà. Allez. Donc, ils sont donc inféodés à Segorak. Si bien que quand ils meurent, leurs âmes vont à lui, le dieu moqueur. Alors, les conditions de cette collecte d'âmes restent un mystère, mais au moins ils sont à l'abri de la malédiction de Slaanesh. Du coup, ils n'ont pas à se cacher et vivent comme ils l'entendent. Les Harlequins sont de féroces guerriers qui privilégient les attaques furtives et l'infiltration. Ils utilisent à la perfection le webway et savent surprendre en attaquant là où on les attend le moins. Je serais incapable de dire ce mot-là sérieusement. Non, c'est pas possible, mais c'est pas grave parce que c'est pour ça qu'on est là. De plus, ils sont versés dans les arts du spectacle. Et oui, ils sont allés en fac de spectacle, d'art et spectacle. Ils portent tous des sarouels. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, on est mauvais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais même moi, j'ai vu dans le. Dans un des bouquins de l'hérésie de Horus, je ne sais plus lequel, je crois que c'est celui où ils vont chercher les parties de l'âme de Magnus. Bon, c'est tout un sbeul, je t'épargne tout ça. Vas-y. Mais à un moment donné, le protagoniste se retrouve à affronter des harlequins et c'est genre, il se cache dans les coins et puis d'un coup t'entends le rideau est levé et la pièce commence. Genre, ils font vraiment genre comme s'ils étaient sur scène. Du goût de la théâtralité, quoi. Puis après, il y en a un qui commence à faire du didgeridoo. Enfin, bref. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, t'as tout résumé. Donc, comme tu le dis, donc ils sont versés dans les arts du spectacle, de la musique et de la danse. Et donc, leurs spectacles sont célèbres parmi les Eldari. Et les histoires qui y sont racontées servent souvent de mise en garde aux autres factions un peu trop sûres d'elles. Ils ne sont affiliés à aucune faction en particulier et ne rendent de compte qu'à eux-mêmes. Mais dans certains cas, ceux-ci sont venus à la rescousse d'autres groupes et même d'autres races. Il ne s'agit pas là d'actions bienveillantes car ils servent uniquement leurs intérêts. Une chose est sûre, ils zonissent, ils détestent les dieux du chaos et iront les combattre partout où des cultes se développeront.
Ils sont également les défenseurs zélés de la Black Library, le dépositeur de tout le savoir sur le chaos. Oh bah dis donc. Dis donc, hein. Parce qu'en fait, donc la Black Library se trouve sur un Craft World. Et en fait, eux, c'est les gardiens, c'est vraiment les mecs qui vont protéger bec et ongle la Black Library, quoi. Oh bah dis donc, l'Inquisition et l'Ordo Malus aimeraient beaucoup mettre la main là-dessus. Ouais, tu m'étonnes. Je pense. Tu m'étonnes. Ouais. Mais bon, je pense qu'à mon avis, quand t'arrives là-dedans, genre, il y a tellement d'énergie mauvaise dans cette bibliothèque que tu dois devenir fou, rien qu'à ouvrir la porte. Donc, tu fais, oh, ça sent mauvais là-dedans. Ouvrez les fenêtres. Ouais, s'il vous plaît, ça sent le renfermer, c'est infernal, on n'en peut plus. Surtout la section sur Norgul, ça doit être... Oh du pu dégueulasse qui coule. L'étagère est suinte. Ouais. Ah non. Avec de la morve bien verte qui coule. Bien verte qui colle. Qui colle et qui coule. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, par rapport aux Arlequins et aux Drukhari, j'irai pas plus loin parce que je pense qu'on sera amené un jour à faire un épisode qui leur sera dédié. C'est évident. Et pour finir, il convient de mentionner une des factions les plus récentes parmi les Eldari, celle des Ynnari, une secte religieuse qui cherche à réveiller Yned, déesse de la mort. Étant un peuple mystique, ils sont profondément guidés par une sorte de vision d'avenir, de Vista, en quelque sorte. Une prophétie raconte que le jour où la dernière âme Eldar sera collectée dans le circuit de l'infini, une nouvelle divinité apparaîtra alors, Yned, qui ira alors botter le train de Slaanesh. Ainsi, le peuple Eldar renaîtra dans toute sa splendeur. Ah, c'est beau de rêver. Ah ouais, j'ai ce que j'allais dire. Ils ont de l'espoir, les gars. Ouais, bien sûr. Là, tu parles d'un plan sur le long terme. On est d'accord. Bah, c'est wouh. Ouais, c'est clair. Bon, bah voilà, pour les Eldar. Sujet assez dense, hein, comme on a pu le voir. Une faction très fouillée, avec plein de nuances, avec plein de lore aussi qui me paraît un peu aberrant personnellement, l'histoire du fait qu'ils aient régné sur des millions d'années sur la galaxie entière. Après, s'il y avait absolument personne pour les challenger... Ouais, non, c'est sûr, mais bon, je trouve ça quand même... Comme tu disais, les mecs, ils arrivaient, ils voyaient une planète, ils disaient « Hey, c'est chez nous !» Et même s'il y avait déjà des habitants sur place, bah, au final, ils les intégraient dans leur empire. Je crois pas qu'ils étaient pas comme l'Imperium qui disait « Rejoignez-nous ou mourrez ». Ouais. Puis en général, en plus, je pense que les Eldar arrivaient et puis ils disaient « Bah, regardez qui on est, regardez ce qu'on a, ça vous dit pas ?» Tu vois ? C'est vrai. C'est une bonne façon de voir les choses. Fondamentalement, les Eldar ne sont pas une race guerrière. Enfin, ils ont été créés pour ça à la base. Ouais. Mais s'ils peuvent y échapper, ils préfèrent. Bah non, mais en fait, c'est surtout une race qui prime par son intelligence et son ingéniosité, en fait, parce que c'est des mecs qui ont réussi à créer des technologies que même l'Imperium n'y aura jamais accès, donc... Et d'ailleurs, est-ce que tu sais comment est-ce que les Eldar appellent les humains en Eldar ? Comment est-ce qu'on dit humain en Eldar ? Ah, c'est des mammifères ? Non, le terme Eldar, c'est Manking. Ah oui, c'est vrai. C'est assez proche de monkey quand même. Bah oui, exactement. Donc ce qui définit assez bien comment ils nous voient. Ouais. Des primates, tout simplement. Absolument. Ouais. Absolument. Mais bah en tout cas, je connaissais assez peu en fait. Hein, je le reconnais les Eldari avant de faire ce sujet, mais je trouve que leur lore est vraiment intéressant. Et quant à leur armée, j'arrive pas trop à me décider si j'aime l'armée ou pas, parce que je trouve qu'ils ont des modèles qui sont intéressants, qui sont beaux. Ils ont des super, notamment même certains qui ont même traversé les âges. Moi, je trouve que le Falcon, le tank Eldar, je trouve qu'il a tellement bien vieilli. Je trouve que leurs vaisseaux, par contre, sont vraiment, leurs véhicules sont vraiment classe, quoi. Même les motojets Viper aussi, pareil, ils sont toujours super classe. Ouais, non, absolument. Et il y a certains de leurs véhicules qui ressemblent à des avions de chasse, la moitié, qui sont vraiment trop beaux. Je trouve que les barges de combat Drukhari, par exemple, les raiders. Les raiders, ils sont tellement belles, celles-là. Bah tout quasiment, en plus, il y a eu un revamp il y a pas très longtemps, là, et c'est vrai que les figurines Drukhari, elles claquent quand même pas mal. Hein. Alors par contre, la faction Drukhari, je la trouve vraiment magnifique. Elle est, ils ont vraiment des modèles qui sont malsains, quoi. Ouais. Et que j'aime beaucoup, perso. Ils sont métal, on peut le dire. C'est clair. Ouais. Mais alors, par rapport aux Eldari en soi, le truc, c'est que c'est plus le parti pris esthétique de leurs armures. Je sais pas trop si j'aime leur casque avec les espèces de cornes cheloues là. Je sais pas trop. Casques là. Ouais. Je sais pas trop. Au moins ils ont le mérite d'être vraiment reconnaissables entre mille. Ils ont vraiment un design unique. Et puis pareil, eux le concept de camouflage ils connaissent pas. Hein. Ils sont jaunes, rouges, ils sont pétants. Ouais. Bah c'est comme les Space Marines en fait, donc ils peuvent se moquer, mais en fait au final ils font la même chose. Ouais. Et quand tu parlais des pierres d'âme, il y a quand même une unité qui je trouve même
À l'époque, quand je jouais début 2000, je trouvais que cette unité-là est déglinguée, c'est le Seigneur Fantôme. En gros, littéralement, c'est un Dreadnought Eldar. C'est-à-dire que c'est une grosse armure et avec une pierre d'esprit dedans, sauf que à la différence du Dreadnought, en fait, l'Eldar qui vit dedans n'est pas sur le point de devenir fou. Ouais, il n'est pas en souffrance permanente. Voilà, c'est ça exactement. Et c'était en plus une unité qui fait toujours même bien mal. Ouais, non, c'est vrai que ces modèles-là sont très très jolis, ouais, effectivement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit sujet. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des éléments de l'or dont j'aurais oublié de parler et qui vous semblent importants, ou encore pour me corriger, hein, n'hésitez pas. Ah ouais, corrigez-nous. Avec les Drukhari. Dans les tétons surtout. As-tu un mot de la fin? Ouais. Ouais, mais vraiment pas mal ça, hein. Allez, Kenavo les potos. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.